je vais vous envoyer ce week-end, je vais envoyer à toute la classe un petit fichier avec le début de notre chapitre parce que j'ai mal enregistré mardi. Des fois où j'étais devant, comme je le fais d'habitude, et puis j'ai complètement oublié. Donc je vous enverrai un petit résumé finalement de cours là-dessus. Alors, on n'avait même pas corrigé la première question, le maître manège et l'enfant. Bon. Il me semblait qu'au moins j'en avais parlé. Alors je ne voulais peut-être pas fait mettre par écrit, mais il me semblait au moins en avoir parlé. Alors, là. Donc je vous rappelle l'idée. Vous avez un manège qui tourne relativement doucement. Vous avez le maître de manège qui est au centre du manège et vous avez un enfant qui est sur un petit cheval, sur une voiture, enfin sur n'importe quoi. Et le maître de manège va se diriger vers l'enfant un petit peu en décalé pour ne pas être complètement face à lui. Et ce que je veux, c'est qu'on regarde, qu'on décrive le mouvement de ce maître de manège. Donc la première idée, c'était d'écrire le mouvement du maître de manège vu par l'enfant. Et je vous avais, il me semble vous avoir dit, mais si je ne vous l'ai pas dit, c'est pas grave, on reprend depuis le début, c'est que finalement, que le manège tourne ou que le manège ne tourne pas, c'est pas important. Puisque le maître de manège et l'enfant sont sur le manège. Donc de toute manière, même si le manège tourne, tous les deux tournent avec le manège. Et quelque part, l'application de ça, toute simple, c'est si je vous fais ça, vous me voyez me déplacer de droite à gauche de manière linéaire. Pourtant, je vous rappelle qu'on est tous en train de bouger et en rotation, puisqu'on est assis, entre guillemets, ou debout sur la Terre et que la Terre est en train de tourner. Donc, il se passe pour nous, quand on se regarde, exactement ce qui se passe pour la même chose entre le maître de manège et l'enfant. C'est-à-dire que le maître de manège et l'enfant sont un truc qui tourne, ils sont tous les deux sur le truc qui tourne. Le manège tourne de la même manière pour le maître de manège et pour l'enfant. Donc, pour eux, que ça tourne ou que ça ne tourne pas, ça ne change rien. Comme nous, qui sommes assis comme ceci, qu'on tienne compte du fait que la Terre tourne ou qu'on n'en tienne pas compte, finalement, dans nos observations, ça ne change rien. Là où ça change, c'est s'il y en a un qui tourne et puis pas l'autre, comme dans la deuxième et la troisième question. D'accord sur cette idée? Ouais. Et alors à ce moment-là, si on est d'accord là-dessus, finalement, j'ai un maître manège qui se dirige tout droit vers un enfant. Donc le mouvement, c'est un mouvement rectiligne qui va du centre du manège vers jusqu'à l'enfant. Si vous n'avez pas de questions, on résume tout ça. Donc vous notez que le maître du manège et l'enfant donc le maître du manège et l'enfant sont tous les deux sur le manège. Le maître du manège et l'enfant sont tous les deux sur le manège. Sont tous les deux sur le manège. Donc, la rotation du manège n'intervient pas. Donc, la rotation du manège n'intervient pas. L'enfant voit le maître de manège avancer tout droit vers lui. L'enfant voit le maître de manège avancer tout droit vers lui. C'est un mouvement rectiligne. Avancer tout droit vers lui. C'est un mouvement rectiligne.
Alors je m'arrête un tout petit peu avant la fin de la solution à cette question. Le maître du manège, il part du centre et il va vers le bord du manège. Techniquement, ça s'appelle comment ça, comme trajectoire rectiligne? Je suis sur un cercle, je vais du centre et je vais jusqu'au bord. Voilà, c'est un rayon. Donc un mouvement rectiligne selon un rayon du manège. Selon un rayon du manège, ou si vous préférez un rayon du cercle. Selon un rayon du manège. Alors pour la deuxième question, je vais m'aider d'un petit dessin. J'ai mon petit oiseau en vol stationnaire à la verticale du manège. Autrement dit, il est au-dessus, au milieu du manège, et il ne bouge pas. Par contre, il est au-dessus, il vole. Donc il ne touche pas le manège. Donc il voit bien le manège tourner. Au centre, au début, vous avez le maître du manège, et puis l'enfant est par exemple ici. Si je décompose bien, en fait, l'oiseau, il va voir deux mouvements. Et ces deux mouvements, il va falloir qu'on les combine. Il va voir le maître de manège se diriger vers l'enfant, et il va voir le manège tourner. Je vous ai mis dans l'énoncé que le maître de manège avançait doucement, hein, et je vous dis ensuite que, pour moi, ce que j'appelle avancer doucement, c'est que le temps que le maître de manège arrive sur l'enfant, le manège aura tourné plusieurs fois. Monsieur Ben Khalifa, j'ai votre attention? Oui? Ouais, c'est ça. Je vais travailler un peu à l'envers. Avant de voir ce que fait le maître de manège, déjà l'enfant. Si je demandais ce que fait l'enfant vu par l'oiseau, il fait quoi? Il tourne. Voilà. Donc il y a une trajectoire circulaire. Il y a une trajectoire circulaire parce que l'enfant lui-même ne bouge pas, c'est le manège qui tourne. Et donc l'enfant tourne avec le manège. Donc si j'ai quelque chose qui ne bouge pas sur mon manège, et ben du coup, ce qu'on verra, c'est un cercle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je combine le mouvement du maître de manège et le mouvement du manège? Eh bien, je vais avoir quelqu'un qui va faire des cercles, mais qui va faire des cercles en avançant. Donc, il va faire des cercles de plus en plus grands. Et effectivement, ce qu'on décrit, c'est ce que disait votre camarade, c'est-à-dire, ça va être une spirale, des cercles de plus en plus grands. Donc, mon maître de manège, il va partir du centre, il va avancer, mais en même temps qu'il avance, il tourne. Et plus il tourne, plus il va loin. Et il va finir par rejoindre l'enfant, ici, c'est-à-dire qu'il aura fait un tour et demi. Pas beaucoup. Je vais resserrer un peu ça. Est-ce que l'idée est bien claire pour tout le monde? J'ai un mouvement circulaire qui est vraiment la base de mon mouvement, parce que c'est le gros objet qui tourne. Et ce mouvement circulaire, je le combine avec quelqu'un qui avance. Donc j'ai un mouvement circulaire, finalement, quelque part, avec un rayon de plus en plus grand. Un rayon de plus en plus grand. Et à la fin, mon maître de manège, eh ben, il est à côté de l'enfant, il reste à côté de lui, et donc il tourne avec lui. D'accord sur le principe? Alors, sur un truc comme ça, comme le mouvement est un peu compliqué, il y a une partie phrase et une partie des dessins qui aident. Donc vous notez que l'oiseau est immobile. L'oiseau est immobile au-dessus du manège. L'oiseau est immobile au-dessus du manège. Il voit donc le maître du manège.
l'oiseau est immobile au-dessus du manège. Il voit donc le maître du manège avancer. Il voit donc le maître du manège avancer et tourner en même temps. Il voit donc le maître du manège avancer et tourner en même temps. Cela donne une spirale. Cela donne une spirale. Oui? Pardon? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est ça l'idée. Tout le monde a fini le deuxièmement? Alors, troisièmement, je vais garder ce dessin. La maman, par exemple, est ici. Et donc, elle regarde dans cette direction. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour ça. C'est un peu l'équivalent de si vous êtes à cette place, et puis voilà, j'ai ça qui tourne. Quelque part, bon, en dehors du papier qui est en train de tourner, qui me pose problème, et en dehors des mains, si vous regardez, est-ce qu'on voit vraiment bouger? Alors, ici, c'est tout uniforme. Et donc, le papier ici se ressemble, il n'y aurait pas ce petit machin qui flotte, et vous ne le verriez même pas bouger. Vous le voyez bouger parce qu'on voit bien avec les mains que je le fais tourner. Mais si j'avais la possibilité à la fois de coller le papier pour qu'on ne voit pas la bordure, et puis de cacher mes mains, en fait, à chaque fois, j'ai le même papier. Donc, quand je vois ce truc-là, qu'est-ce que je vois en fait? Ben, ce que je vois, c'est la partie qui est là, la partie qui est là, la partie qui est ici, et la partie qui est ici, qui délimite mon cylindre. Donc ça, on en a parlé mardi. Objectivement, quand je regarde ce truc-là, ce que je vois, c'est un rectangle. Je sais que ce n'en est pas un. Mais ce que je vois, c'est les tracés des bords extérieurs, et les bords extérieurs, bah, ils tracent un rectangle. Et si on avait la possibilité de voir par transparence, bah, qu'on soit ici ou qu'on soit ici, il n'y a pas assez de perspective pour avoir la notion de relief. Il n'y a pas assez de perspective pour avoir la notion de taille. Un trait de 1 cm ici, enfin de 3 cm ici, ça vous fait un trait de 3 cm ici, ce serait pareil. Tout ça pour vous dire que la maman qui est placée suffisamment loin là, si je suppose que mon manège est parfaitement transparent, ce que la maman voit, en fait, c'est les bordures extérieures. Donc ce que la maman voit, c'est ça et ça. C'est-à-dire ceci. Pour la maman, tout se passe comme si le manège, c'était finalement son diamètre, une tranche. Et que le maître de manège soit devant la tranche ici, ou que le maître de manège soit derrière la tranche ici, pour la maman, c'est pareil. Elle est suffisamment loin, j'ai pas de problème de l'homme ici est beaucoup plus grand que l'homme là. Donc il n'y a pas le compte-rendu du relief. Ça c'est clair sur l'idée? Une fois qu'on est d'accord là-dessus, ben après derrière, qu'est-ce qui se passe? Le maître de manège au début il est là. Puis ensuite, il monte jusqu'à là. Donc à chaque fois, c'est comme s'il était là. Après, mon maître de manège, il va redescendre sur cette partie-là. Mais pour la maman, c'est exactement la même chose que s'il redescendait comme ça. Vous voyez, parce que qu'il soit devant, qu'il soit là ou qu'il soit derrière, finalement, je le vois dans la même position par rapport à moi. Ensuite, quand il remonte là, ben, quand il remonte ici, pour la maman, c'est comme s'il faisait ça. Partir de là jusqu'à là. Puis ensuite, quand il redescend ici, ben, pour la maman, c'est comme s'il faisait ça. Vous voyez? Donc, ce qu'elle va surtout voir, la maman, c'est que le maître de manège, il va un coup vers la gauche, un coup vers la droite, un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Et comme le maître de manège avance au fur et à mesure,
bah, à chaque fois qu'il y a un changement de direction, ça va de plus en plus grand. Si j'enlève tout ça, ça me fait un mouvement qui fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis une fois que le maître de manège est arrivé vers l'enfant, bah, ça fait un diamètre, complètement. C'est la partie la plus difficile. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le crois. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Est-ce que vous sauriez refaire dans le prochain contrôle? Parce que c'est surtout ça qui est important. Et si vous me dites j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr de savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui n'est pas très clair, par exemple? Ah, d'accord. Donc, l'idée de bien visualiser les choses, puis ensuite, quelque part, de le retranscrire par écrit. Ah. Ça, de toute manière, enfin, j'allais dire si vous allez avoir ça. Non, vous allez l'avoir. Mais en contrôle, ça, cet exercice-là, je vous l'ai dit, c'est 5 points, un exercice comme ça en contrôle. 5 points, ça veut dire quelque part, vous vous rappelez, hein, avec 1 point pour 3 minutes, 5 points, ça veut dire un quart d'heure. Un quart d'heure pour visualiser l'objet et puis ensuite décrire son mouvement. Je pense que ça lèche le temps. Mais ça veut dire que j'attendrai quand même de vous que vous m'expliquiez bien les choses. Il ne faut pas en mettre 18 lignes. Hein, vous avez vu, je ne vous ai pas fait écrire beaucoup de lignes, mais qu'il faut mettre quand même l'essentiel. Donc, en dehors du problème du temps, le reste, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, vous notez, la maman est en face du manège. La maman est en face du manège. Elle le voit. Comme si c'était un rectangle. Elle le voit comme si c'était un rectangle. À cause de la rotation du manège, lorsque le maître se déplace, à cause de la rotation du manège, lorsque le maître se déplace en rotation, il semble aller de la gauche vers la droite, sur ce rectangle. Il semble aller de la gauche vers la droite sur ce rectangle. On a donc un mouvement rectiligne de la gauche vers la droite et réciproquement. On a donc un mouvement rectiligne de la gauche vers la droite et réciproquement. Oui, de la droite vers la gauche. Voilà. À partir d'où? Rectiligne, de la gauche vers la droite, et réciproquement, ou si vous préférez, et de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, et réciproquement. Oui? Celui-là? Non, c'est pour ça que j'ai parlé de mouvement spiral. Hein? Mais c'est vrai que ça ne fait pas partie. Les mouvements rectilignes et les mouvements circulaires, si on réfléchit, c'est finalement pas souvent le cas. La plupart du temps, on fait un peu n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis spirale parce que le mot existait.
Mais autrement, c'est pour ça que je fais le petit dessin. Comme je n'ai pas le mot qui convient au dessin, ben, je dessine ce qu'on voit. D'autres questions? Bon, alors. On reviendra un petit peu dessus après, mais on va passer à la deuxième chose. Je veux décrire le mouvement d'un objet. Premièrement, je décris ce qu'il fait. Quelle est l'autre grandeur que vous connaissez bien et qu'on utilise pour décrire le mouvement d'un objet? Ouais. Et donc ça va se traduire en général par quelle grandeur? Ouais, c'est-à-dire une vitesse. Voilà. Donc deuxième grandeur, grand 2, vitesse d'un objet en mouvement. Vitesse d'un objet en mouvement. J'aimerais que vous parliez moins fort. Voire pas du tout. Ça doit être une des toutes premières formules que vous avez vues. Je ne sais pas trop, mais vous avez dû voir ça en 5e normalement. Oui? Voilà. C'est cette formule-là. Elle est très mauvaise, cette formule-là. Elle vaut presque rien du tout. Parce que finalement, quelque part, si je vous dis que je prends la voiture, je prends une voiture, hein, je prends la voiture dont je vous ai donné un exemple la dernière fois. J'ai une voiture qui part de La Boisse et qui va à Lyon. Si je vous dis que la voiture, elle a fait La Boisse-Lyon et elle a fait à 50 km/h, est-ce que j'ai vraiment apporté quelque chose à la description du mouvement? Oui, j'ai renseignement en plus. Mais ça me dit que la voiture a fait du 50 km/h sur le trajet La Boisse jusqu'à la fin de La Boisse. Ensuite, pendant un court moment avant Bénaud, on a pu monter à 70. Puis arrivé un peu après Bénaud, on est rentré à 50. Puis ensuite, il y a eu un feu rouge, on est passé à 0. Puis ensuite, on a réaccéléré pour aller à 50, etc., etc. Vous voyez, décrire un mouvement, c'est décrire un mouvement. Donc, avoir une vitesse que dans mon cours, je vais appeler une vitesse moyenne, bah, c'est mieux que rien du tout. Mais objectivement, ça ne sert quand même pas à grand-chose. Parce que ça ne décrit pas bien mon mouvement. J'ai l'objet, j'ai une vitesse, mais c'est une vitesse qui ne l'a pas souvent. Quand est-ce que ça le décrit bien, mon objet? Il y a un cas dans lequel c'est bien, mais qu'un seul. Laissez donc ce robinet tranquille, monsieur Beckelka. Oui? Ouais, parce que... Voilà, c'est quand sa vitesse est constante. Quand la vitesse est constante, bah, ça marche bien, cette vitesse-là, c'est toujours la même. Ouais. C'est bon, tout le monde y est? Alors, on va partir sur cette formule-là, et après, on va essayer de l'améliorer un peu. Pas tout de suite. On va déjà partir sur cette formule-là. Comme je disais, ça fait un petit moment que vous travaillez avec, hein, mais je vais vous montrer les choses qu'on peut vraiment faire avec. Et on peut faire des exercices assez sympas là-dessus. Allez, définition. Chut. Monsieur Edouard et Monsieur Blo, j'aimerais que vous soyez attentifs. Alors, la vitesse moyenne d'un objet. Donc, définition. La vitesse moyenne d'un objet est calculée par la relation la vitesse moyenne d'un objet.
est calculé par la relation. Bon, bah, P égale D sur T. Alors, chacun des termes. Bon, vous connaissez, hein, tout le monde le dit, puis même moi, je le dis, vitesse égale distance que divise le temps. C'est vrai. Mais, comme on la voit ici, je vais être un petit peu plus précis. Ça, c'est la longueur du mouvement. Donc, que je dise longueur du mouvement ou distance du mouvement, finalement, je ne change pas grand-chose. Par contre, attention, en mètres, c'est les unités standards. Donc, le terme distance, là, il est bien. C'est petit t. J'aime pas quand on dit temps. Petit t, c'est la durée du mouvement. Et attention, l'unité légale, c'est l'unité légale normale du temps, c'est des secondes. Donc, durée du mouvement. Si je pars à 13h et que j'arrive à 13h30, je fais 13h30 moins 13h, là j'ai une durée. Quand on dit temps, parfois c'est un peu plus imprécis. Et donc ça, bon, ben, évidemment, c'est la vitesse, c'est pas un problème. Du coup, c'est quoi les unités? Des mètres par seconde, hein, puisque je vous ai donné des mètres et que je divise des secondes. C'est des mètres par seconde. Donc, vous vous rappelez, moi j'appelle ça des mètres secondes moins. Ce qui veut dire que si j'ai des unités en kilomètres par heure, il va falloir aussi apprendre à les mettre en mètres par seconde. Alors, on l'a déjà vu cette formule, puisqu'on l'a utilisée avec le déplacement du son. Donc je vous rappelle les deux autres formes. Oui. Tiens, à propos. Tiens, on échange. Pourquoi? Donc, vous vous rappelez deux autres formes. Si c'est une distance que je veux, c'est T égale V fois T. Et si c'est un temps que je veux, c'est T sur V. Ah. J'aimerais que vous soyez bien attentifs, Mme Lecoté, M. Belkhalifa. Hein, ceux qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec ça, pensez bien à écrire les deux autres formes. Hein. Pour les deux. Pas de questions? Allez, application. Premièrement, calculer la vitesse. Calculer la vitesse d'un objet qui se déplace. Calculer la vitesse d'un objet qui se déplace sur 800 mètres en 40 secondes. Calculer la vitesse d'un objet qui se déplace sur 800 mètres en 40 secondes. Deuxièmement, question 2. Pardon? Si, bien sûr qu'on a déjà fait, puisqu'on l'a utilisé pour le son dans l'air. Deuxièmement, calculer la distance parcourue par un objet. Calculer la distance parcourue par un objet en 10 secondes. Calculer la distance parcourue par un objet en 10 secondes à la vitesse de 35 mètres par seconde. En 10 secondes à la vitesse de 35 mètres par seconde.
Troisièmement, calculer la durée que met un objet pour parcourir 100 mètres. Calculer la durée que met un objet pour parcourir 100 mètres à 11 mètres par seconde. Pour parcourir 100 mètres à la vitesse de 11 mètres par seconde. Quatrièmement, calculer si vous êtes un peu en retard, monsieur Wade, sautez une ligne et puis prenez la quatrième question et puis je viendrai vous voir après. Donc quatrièmement, calculer en mètres par seconde une vitesse égale à 72 km par heure. Calculer en mètres par seconde une vitesse égale à 72 km par heure. Et réciproquement, calculer en mètres par seconde une vitesse égale à 72 km par heure. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas de calcul, il y a juste un changement d'unité. Et réciproquement, calculer en km par heure une vitesse de 15 mètres par seconde. Et réciproquement, calculer en km par heure une vitesse de 15 mètres par seconde. Pour cette dernière question, là, on va bien décomposer, mais ensuite, il n'y a que la méthode qui m'intéressera. Allez, c'est parti. Bon, là, vous parlez trop fort, vous faites un effort. Voilà, les trois premières questions, c'est des applications directes de la formule qui est là.
simplement parce qu'en don, ils ont trop. Et c'est vraiment, vraiment très important parce que si vous faites pas des maths quand elles sont c'est pas vous qui m'appelez. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? Non, bon, j'ai mal compris. Il y a quelqu'un qui m'a appelé? Ah, bah, déjà, c'est tout ça. Je vous trouve trop bavard.
Allez, je corrige. Bon. Chut. Soyez attentifs. Alors, comme d'habitude, on applique la relation. Donc ici, c'est V égale D sur T. 800 mètres en 40 secondes, hein, c'est ça? Ça vous fait du 20 mètres par seconde. Sur ce que j'ai vu, c'était bon pour tout le monde, mais c'est vrai quelque part qu'on a déjà fait des exercices de ce type-là. Pareil, deuxième formule, on applique la relation D égale D fois T. 10 secondes, et puis j'ai mis quoi? 35 mètres par seconde? Donc, 350 mètres. Et enfin, dernière application. On applique la relation T égale D sur V. 100 mètres en seconde, 11 mètres par seconde. Ça fait 9,09 secondes. Ça, oui, c'est quoi ce bruit bizarre là? Bon, est-ce que là-dessus, c'est bon pour tout le monde? Alors, mes conversions d'unités. Mademoiselle Benamar. Je vais vous montrer une manière de le faire. Il y en a plein. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je vous demanderai dans les devoirs et dans l'exercice qu'on va faire après, non pas de justifier votre changement d'unité, mais simplement de le faire. Donc, si quelque part, vous oubliez la méthode et vous regardez, vous retenez que le résultat, ça marchera aussi. En fait, moi, j'applique cette formule-là. Ce qui revient à ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit. Hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai 72 km par heure, ben pour moi, ça veut dire que je fais 72 km en 1 heure. Et après, je transforme les kilomètres en mètres et je transforme les mètres en secondes. Pardon, et je transforme les heures en secondes. Donc 72 km, 1 km, c'est 1000 mètres. Et puis 1 heure, alors là, attention aux erreurs d'inattention, justement. Beaucoup de personnes, quand ils sont un petit peu stressés, oublient que 1 heure, c'est 60 minutes. Et que chaque minute, c'est 60 secondes. Donc 1 heure, c'est 60 minutes fois 60 secondes. Vous imaginez même pas le nombre, enfin, ils ne sont pas très nombreux non plus, mais sur une classe de 20, j'en ai toujours 2 ou 3 qui, en terminale, me mettent encore que 1 heure, c'est 60 secondes. C'est pas qu'ils l'ont oublié, c'est pas qu'ils le savent pas, c'est tout simplement qu'ils sont un peu stressés et que, du coup, ils font pas attention. Alors, ça veut dire que je fais 72, que je multiplie par 1000, et puis 60 fois 60, c'est 3600.
Et à chaque fois, ce sera pareil. C'est-à-dire pour passer du kilomètre par heure au mètre par seconde, à chaque fois, je vais multiplier par 1000 et à chaque fois, je vais diviser par 3600. Et multiplier par 1000 et diviser par 3600, bah, c'est exactement la même chose que si je divisais par 3,6. Les zéros qui sont là se simplifient avec cela. Celui-là se simplifie avec celui-là. Et ce zéro-là me fait la virgule. Autrement dit, pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, j'ai juste à diviser par 3,6. C'est tout. Si vous retenez ça, ça marche à chaque fois. Ça fait donc 72 que divise 3,6. Après, on fait la machine et ça fait 20 mètres par seconde. Oui. Cette partie-là, la dernière ligne, je vous mets là. Donc, je répète, si dans un contrôle, vous mettez 72 km par heure égale 72 que divise 3,6, 20 mètres par seconde, ça me suffit. Ce n'est pas du tout une obligation de faire ça. C'est juste pour vous expliquer d'où ça vient. Et puis bien sûr, vous avez l'autre. C'est-à-dire que j'ai une vitesse de 15 mètres par seconde, et là c'est un petit peu plus compliqué. Parce que c'est 15 mètres en une seconde. Et donc il faut que je passe des mètres au kilomètre. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Et surtout, il faut que je passe des secondes aux heures. Et ça, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Pour passer des mètres au kilomètre, c'est pas compliqué. Il faut diviser par 1000. Ça veut dire que j'ai 15 que divise 1000. Et là, faites attention. Je parle de ça. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, une seconde, ben, je vais passer le 3600 de l'autre côté. C'est 1 que divise 3600 heures. Si une heure égale 3600 secondes, j'ai une égalité, je vais passer le 3600 de l'autre côté. Ce qui me reste à droite, c'est une seconde. Et si j'ai fait passer le 3600 de l'autre côté, ben, ça fait 1 que divise 3600. C'est la partie la plus délicate de la transformation. Ça veut dire que dans ma vitesse, quand je transforme les secondes en heures, je divise par 3600. Ça va? C'est à peu près clair, ça? Alors, si je reviens là-dessus, les 15 mètres par seconde, deuxième partie de maths qu'il faut bien avoir en tête, vous vous souvenez, diviser par un quotient, c'est multiplier par le quotient inverse. Donc j'ai 15 que divise 1000, c'est lui. Et puis je divise par ça. Et diviser par un quotient, c'est multiplier par le quotient inverse. Et après, je fais la même chose qu'ici. C'est-à-dire que ça se simplifie avec ça se simplifie avec ça, et le dernier zéro ici, ça me fait la virgule. Autrement dit, pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je multiplie par 3,6. Ça fait 54 km par heure. Et quelque part, je m'y attendais. Parce que si pour passer des mètres par seconde, des kilomètres par heure au mètre par seconde, je divise par 3,6, ben quand je fais l'opération inverse, c'est logique que je multiplie par 3,6.
Oui. Même remarque que tout à l'heure. C'est-à-dire que si dans le contrôle, vous mettez V égale 15 mètres par seconde, donc 15 fois 3,6 km par heure, ça me va. Pas plus. Finalement, vous avez besoin que de la dernière ligne. Est-ce qu'il reste des questions là-dessus? Mademoiselle Curté et Monsieur Ben Khalifa, je vous trouve pas très attentif. Alors, le V égale D sur T, on a déjà fait, je vous l'ai dit, des exercices sur les sons, mais je vous avais dit à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on allait pouvoir faire plus compliqué. Et donc, on va faire plus compliqué. Et pour commencer dans l'ordre de complication, sans aller trop loin dans un premier temps, faites-moi l'exercice 3. Oui, le grand 3. Pour vous aider dans le grand 3, j'ai mis les réponses entre parenthèses. Alors, lisez bien l'énoncé, parce que c'est la partie qui va être un peu compliquée. Et surtout, moi, ce que je vais faire, ce que je vous recommande de faire, une fois que vous avez lu l'énoncé, avant de répondre aux questions, c'est un petit peu ça. Je vous montre au tableau, moi en tout cas, ça m'aide, et en mécanique, on a toujours tendance à faire des petits dessins pour bien comprendre comment les choses se passent. C'est pas une obligation qui vous demande ça, mais je vous le recommande. Oula, déjà.
Alors, comment de toute manière, c'est pas ça. C'est l'avantage de ces là, il y a une forme. Je vous demande de mesurer un temps, c'est clair, c'est qu'il y a des choses. Donc la question, c'est ça. Donc, si je pas compris, dans l'énoncé, dans Mademoiselle Benamara, j'aimerais vous revoir bien concentré. Ouais, moi je fais ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. J'ai juste dessiné la ligne d'arrivée. Ensuite, j'ai mis 1, 2 et 3 dans leur position et j'ai mis sur mon schéma les chiffres qui sont donnés dans l'énoncé. 500 mètres, 100 mètres de retard du coureur 2 par rapport au coureur 1, 50 mètres de retard du coureur 3 par rapport au coureur 2. Avec pour idée d'en déduire quelle est cette distance et quelle est cette distance. Ouais. Je pense que c'est pas bien compliqué à faire, mais c'est plus simple si on le visualise. Chut. Monsieur Galmiche et Monsieur Beck-Clément, parlez plus doucement. Et regardez ici, premier truc à faire, même si je ne vous le demande pas, je vous ai mis les vitesses en km/h, je vous ai mis les distances en mètres. Donc forcément, il va falloir me transformer mes vitesses de km/h en mètres par seconde. Donc soit vous les mettez dans la question 1 ou 2 au moment où vous en avez besoin, soit vous le faites tout de suite et c'est fait. À votre choix. Oui. Alors, il dit ensuite, c'est-à-dire qu'il y a un petit clair, il dit la deuxième
Le 1, il reste. Et le 2, il est 100 mètres derrière.
finir par être désagréable si vous continuez comme ça. La dernière fois que je dis à peu près. Moi, j'ai mis
Oups. Allez, je commence la correction. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout faire. Je vais un peu vite sur la première question parce que tout le monde l'a faite. Alors, je fais comme j'ai marqué ici. Tout ce qui concerne le coureur 1, je mets un indice 1. Tout ce qui concerne le coureur 2, un indice 2, etc. Et donc, pour ma première question, là c'est direct. On applique la relation. T1 égale L1 sur V1. C'est-à-dire 500 que divise 10. Ça fait 50 secondes. Et pardon, j'ai oublié. 36 que divise 3,6. Ça fait 10 mètres par seconde. Et ici, 49 que divise 3,6. Ça fait 13,6 mètres par seconde. Voilà. Moi, je l'ai fait avant, mais si vous le faites pendant la question, ça ne pose aucun problème. C'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous faites les choses. Alors, ce que j'ai dit déjà à plusieurs d'entre vous, je termine, Monsieur Glo, puis je vous donne la parole après. Ce que j'ai dit à plusieurs d'entre vous, c'est ne vous inquiétez pas pour les formules. Dans ce type d'exercice, il n'y en a qu'une. C'est V égale D sur T, et puis les deux autres formes. Donc la question qui doit se poser, ce n'est pas la question de la formule, c'est comment je vais l'utiliser. Et c'est la même chose que premièrement. Si je vous demande de calculer une distance, vous prenez la formule de distance, un temps, la formule d'un temps, etc. Et puis après, la difficulté que vous allez avoir de temps en temps, c'est qu'est-ce que je vais vous demander? Parce que là, je vous demande de montrer que le troisième cycliste franchit la ligne d'arrivée avant le premier. Finalement, quelque part, qu'est-ce que je vous demande? Eh bien ici, dans ma question, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais calculer le temps nécessaire pour que le troisième cycliste franchisse la ligne d'arrivée et je vais comparer avec 50. S'il arrive devant le premier cycliste, c'est qu'il arrive avec un temps plus court. Donc finalement, ma deuxième question, c'est calculer la durée de la course du troisième cycliste et comparer ça avec 50 secondes. Donc, Monsieur Glo, quelle était votre question? Ah, c'était pour la méthode? Ouais, d'accord. Et Monsieur Galmiche, pareil? Allez, on s'arrête là. Allez, on corrigera ça la semaine prochaine. Au revoir.